1980, Lauryn Rann, âgée de 14 ans, décide de faire une soirée avec des amis, pendant l'absence de sa mère, à New Hampshire, à Manchester, aux États-Unis. C'est alors que l'enfer commence, pour Judith, la mère de Lauryn, et les enquêteurs. Fugue, enlèvement, dispute qui tourne mal. Bienvenue pour une vidéo. Silence, on cherche. Cette histoire fait partie des disparitions les plus mystérieuses. On n'a pas beaucoup d'éléments sur cette affaire malheureusement, et surtout beaucoup de noms sont restés anonymes. Mais malgré tout, on est parti pour une enquête. Donc Lauryn a 14 ans, elle est née le 3 avril 1966 à Manchester. Elle est étudiante à l'école Parkside Junior High et habite avec sa mère à New Hampshire. Judith se sépare rapidement du père de Lauryn quand elle était encore toute jeune. L'histoire commence le 27 avril. Judith, la mère de Lauryn, rentre de soirée avec son compagnon. Elle va dans le hall d'entrée, essaie d'allumer la lumière et se rend compte que ça marche pas. Elle dit que c'est probablement une coupure d'électricité ou quelque chose comme ça. Elle avance tant bien que mal dans le hall d'entrée et en fait elle se rend compte que les ampoules ont été dévissées. Elle se questionne donc sur pourquoi les ampoules ont été dévissées et son compagnon lui dit bah, c'est pas grave, c'est probablement une mauvaise blague des enfants du quartier. Donc ils montent jusqu'à leur étage, donc au 3e étage, tant bien que mal, dans le noir. Et une fois arrivés sur leur palier, ils se rendent compte que, en fait, les ampoules de tout l'immeuble ont été dévissées. C'est super étrange. Et à ce moment-là, la mère se dirige vers sa porte d'entrée et elle voit que la porte d'entrée est déverrouillée. Elle trouve ça assez étrange parce que d'habitude, Lauryn verrouille toujours les portes derrière elle. Bon, elle se dit c'est pas grave, ça arrive. Elle a oublié de fermer la porte. Voilà. Elle rentre chez elle et elle se dirige vers la chambre de sa fille. Elle entrouvre la porte et en fait, elle se rend compte que sa fille dort bien dans son lit. Donc elle referme la porte, elle part dans la cuisine, dans la salle de bain, elle se prépare pour aller se coucher. Quand elle arrive chez elle à 1h15 du matin, rien de spécial à signaler. Mais une fois qu'elle sort de la salle de bain, son compagnon lui dit « Pourquoi la porte de derrière est ouverte ?» Et là, Judith ne comprend pas, et là, elle dit « C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, mais ma fille Lauryn est complètement inconsciente, je vais aller la réveiller pour lui faire comprendre que c'est complètement irresponsable de laisser les 2 portes ouvertes. » Donc Judith se rend dans la chambre de Lauryn, allume la lumière, et là, elle se rend compte que c'est pas Lauryn qui dort dans le lit. Mais qu'est-ce qui s'est passé le jour de la disparition ? Ce jour-là, Judith décide d'aller voir son compagnon jouer au tennis. Son compagnon est joueur de tennis professionnel. Donc le match a lieu hors de la ville, et Judith demande à Lauryn si elle veut venir avec eux. Mais Lauryn décide de rester à l'appartement et demande à sa mère si elle peut faire une soirée. Inviter des amis pour passer la soirée ensemble, en soi quelque chose de complètement normal pour une adolescente de 14 ans. Judith acceptera la demande de sa fille, et malheureusement elle le regrettera. Judith part et laisse seule sa fille dans l'appartement, et Lauryn décide d'inviter 2 de ses amis, donc une jeune femme et un jeune homme de son âge. Leurs noms sont restés anonymes parce qu'ils sont mineurs au moment des faits. Les 3 amis décident d'aller à l'épicerie pour acheter de l'alcool pour la soirée. Donc ils se rendent à l'épicerie et il faut savoir qu'ils connaissaient l'épicier, donc ils l'acceptent de leur vendre de l'alcool. Alors ils ont que 14 ans, ils sont encore très jeunes, mais ils arrivent à obtenir de la bière et du vin, et donc ils rentrent tous les 3 chez Lauryn pour passer la soirée. Ils sont tranquilles, ils s'amusent, ils discutent, ils passent du bon temps ensemble. Quand tout d'un coup, ils entendent un bruit sur le palier avec des voix. Donc ils pensent que c'est Judith qui revient de sa soirée. Alors
Alors, le jeune homme décide de s'échapper par la porte arrière de l'appartement. Il se précipite, il part à toute vitesse parce qu'il veut éviter que Laureen ait des problèmes avec sa mère. N'oublions pas que l'affaire a lieu en 1980 et que par conséquent les mœurs sont complètement différentes de celles d'aujourd'hui. Donc l'adolescent se précipite hors de l'appartement et il entend Laureen fermer la porte à clé derrière lui. À ce moment-là, il reste que les deux jeunes adolescentes dans l'appartement. Et elles se rendent compte que c'est pas Judith qui rentre de soirée puisque personne n'ouvre la porte. Elles décident toutes les deux d'aller se coucher. Laureen dit à son amie « Dors dans mon lit, moi je vais dormir dans le canapé ». Donc l'amie de Laureen part se coucher et Laureen, elle, se couche dans le canapé dans le salon. Ce fut la dernière fois que Laureen sera vue avant sa disparition. Donc revenons à Judith. Judith rentre de sa soirée et se rend compte qu'en fait c'est pas sa fille qui dort dans le lit. Donc elle réveille l'amie de Judith et elle lui dit « Mais où est ma fille ?» La jeune fille, encore alcoolisée, encore pas bien, somnole, se réveille et dit « Elle dort dans le canapé. » Et la mère de Judith dit « Non, ma fille n'est pas là, où est-ce qu'elle est ?» Et la jeune adolescente qui dort dans le lit de Laureen dit à sa mère « Je me souviens de rien, on a trop bu. » C'est à 3h45 du matin que Judith appelle la police, soit 2h30 après son arrivée dans l'appartement. La police arrive sur place et, comme dans beaucoup de cas similaires, traite l'affaire comme une fugue. Le problème, c'est que Judith sait bien que sa fille n'a pas fugué, puisqu'elle a laissé son portefeuille avec son argent de poche sur place, ses affaires et ses nouvelles chaussures qu'elle a reçues à son anniversaire, quelques jours auparavant. Les enquêteurs persistent à dire que c'est probablement une fugue et se disent elles se sont disputées avant le départ de la mère et Laureen est partie comme ça précipitamment dans la nuit. Moi, ce qui me perturbe, c'est que si jamais elle avait fugué réellement, elle n'aurait pas laissé son amie seule dormir dans la chambre avec les deux portes déverrouillées. Je pense qu'elle l'aurait quand même prévenue et qu'elle lui aurait dit moi je m'en vais, pars de l'appartement, ou elle l'aurait pas laissé à dormir sur place. Ça m'a semblé très perturbant, déjà ce point-là de l'histoire. Les enquêteurs, lors de la disparition de Laureen, ont tout de même édité un avis de recherche. Ils écrivent sur cet avis de recherche que Laureen a 14 ans, qu'elle est née le 3 avril 1966 à Manchester. Elle mesure 1m60 pour 40 kg, qu'elle a les yeux bleus et elle a un signe distinctif, une tache de naissance sous l'œil. Elle a également une cicatrice sur la jambe. Elle portait un jean bleu et une chemise à carreaux. Elle avait également une bague avec un petit cœur, une bague en or jaune. Ils disent également qu'elle est partie avec des chaussures marron. Moi, ce qui m'étonne là-dedans, c'est que la disparition de Laureen a lieu en plein milieu de la nuit. Donc on est d'accord, même si elle était alcoolisée, même si elle avait passé une soirée avec ses amis, elle aurait dû être en pyjama. En plus de ça, dans l'enquête, ils disent avoir retrouvé des vêtements de Laureen dans l'appartement. Donc c'est assez bizarre quand même, comme façon de gérer cette enquête. Les mois vont passer, Judith va perdre un peu espoir de retrouver sa fille saine et sauve. Elle va se rendre compte que les enquêteurs n'ont pas beaucoup de pistes et que c'est assez compliqué, mais elle garde espoir. Elle est persuadée que sa fille est toujours en vie et l'attend, donc elle veut pas abandonner les recherches. Et comme elle veut pas abandonner les recherches, elle va demander de l'aide au FBI. Ils vont lui répondre tout simplement qu'ils peuvent strictement rien faire parce qu'il n'y a eu aucun signe d'effraction. Effectivement, quand la mère de Laureen est rentrée, la porte avant et la porte arrière étaient fermées mais déverrouillées, donc il n'y a pas eu d'effraction. Donc il n'y a toujours aucune avancée 3 mois après la disparition de Laureen dans l'enquête. C'est juste incroyable. Et il y a une hypothèse qui commence à naître auprès des enquêteurs. Et si Laureen avait été enlevée et non fuguée? Donc il y a plusieurs possibilités qui arrivent. Laureen
aurait peut-être décidé de sortir d'elle-même de chez elle, elle a peut-être entendu un bruit d'animal, elle a peut-être entendu des bruits sur le palier, ou quelqu'un de mal intentionné qui aurait sonné chez Laurine et l'aurait fait sortir donc d'elle-même. Ça expliquerait peut-être les fameuses ampoules que je vous parlais au début de l'histoire, qui ont été dévissées. Et encore un point un peu bizarre dans cette enquête, c'est qu'on ne sait pas vraiment si les ampoules ont été dévissées ou retirées complètement. De plus, si elles ont été juste dévissées, est-ce qu'il y a eu des relevés d'empreintes digitales sur les fameuses ampoules ? On n'a aucune information là-dessus, et ça c'est assez bizarre, assez inquiétant d'ailleurs. 6 mois après les faits, après l'enlèvement de Laurine, Judith fait ses comptes, et elle se rend compte que 3 appels ont été débités sur son compte bancaire et qui ont été passés de Santa Monica. Il faut savoir que Judith n'a jamais passé ces appels. C'est ce qu'on appelle en fait des appels prépayés. On met le numéro de carte bancaire, on compose le numéro et les appels sont facturés directement sur le compte. Judith est persuadée de ne pas avoir passé ces appels et elle se demande si c'est pas Laurine qui avait passé ces appels. Elle informe les enquêteurs que 3 appels ont été passés. Les enquêteurs font des recherches quand même sur la provenance des appels et l'émission des appels. Les 2 appels ont été émis d'un hôtel de Santa Monica à 45 heures de route en voiture de Manchester, vers un autre motel qui se trouve lui à Santa Ana en Californie. Le 3e appel, lui, a été émis vers une hotline pour les adolescents qui auraient des questions sur leur sexualité. Sexual Assistant Online for Teenagers. La personne qui s'occupait de la hotline ce soir-là est un chirurgien plastique. Et les enquêteurs ont été le voir et il a nié complètement avoir été en contact avec Laurine et qu'il y a un lien quelconque avec cette disparition. Suite à cette information, les enquêteurs ont simplement décidé de classer l'affaire des appels. Non mais vraiment, c'est n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi. Moi, ça me rend en colère. D'ailleurs, à ce moment-là, la mère de Laurine commence vraiment à perdre espoir. Et c'est là qu'elle décide de faire appel à un détective privé. Donc le détective privé va s'orienter vers plusieurs pistes et va demander aux enquêteurs les dossiers. Et il se rendra compte que il n'y a pas grand-chose dans le dossier de recherche pour Laurine. En 1985, soit 5 ans après la disparition de Laurine, le détective va enfin prendre le dossier en main. Il va se rendre en Californie pour interroger le chirurgien. Le chirurgien, lors de l'entrevue, changera sa version des faits vis-à-vis de l'appel reçu. Il donnera un peu plus d'informations et dira qu'effectivement il reçoit des appels de jeunes adolescentes et avouera au détective que sa femme s'occupe justement de recueillir des adolescentes qui ont fugué. Il dira même, ce qui est assez fou, c'est qu'une jeune fille venant de Hampshire était venue en 1980 dans sa maison et a été accueillie par la femme du chirurgien. Cette jeune fille, qui aurait à peu près 14 ans, était accompagnée d'une personne plus âgée. Mais il ne peut malheureusement pas confirmer ou infirmer que c'était bien Laurine. L'enquêteur continue à faire des investigations, à rechercher, et il se rend compte que la femme du chirurgien ne gère pas ces jeunes qui fuguent seuls. Elle est accompagnée de Annie Sprinkle. Cette Annie Sprinkle aide donc la femme du chirurgien à accueillir les adolescentes. Or, Sprinkle était connue pour différents rôles dans des films pour adultes. Suite à cette découverte, l'inspecteur regarde toute la filmographie de Annie Sprinkle afin d'essayer de voir si on n'y verrait pas Laurine, si elle apparaîtrait pas quelque part. Il ne laisse aucune possibilité de côté et essaye de ratisser large. Toutefois, ça n'a rien donné. En effet, même si Laurine avait fugué et s'était rendue en Californie afin de réaliser son rêve de devenir actrice, et qu'elle aurait pu être enrôlée justement par la femme du chirurgien et par Annie Sprinkle dans la pénopornographie juvénile, rien n'a été trouvé.
C'est un peu décevant, mais c'est comme ça. D'ailleurs, il y a encore un truc qui est assez perturbant. Comment ces jeunes filles qui ont fugué se retrouvent en contact avec la femme du chirurgien? On n'a aucun élément là-dessus, on ne sait pas. Et on ne se retrouve pas dans une maison comme ça par hasard, et pourquoi ils prennent sous leur tutelle que des jeunes filles qui ont fugué. C'est assez perturbant, je trouve. Il y a d'autres éléments troublants dans cette affaire, comme des appels que Judith a reçus après la disparition de sa fille. Elle recevait des appels tous les jours de la semaine, avec quelqu'un qui l'appelait mais qui ne parlait pas, qui ne faisait que souffler. Donc au début, elle a cru que c'était Lauryn qui essayait de prendre contact avec elle, et au bout d'un moment, elle s'est fait une raison et s'est dit que c'était juste un canular téléphonique. De plus, les appels se sont espacés pour être simplement reçus le jour de Noël. La tante de Lauryn a reçu aussi des appels d'un inconnu et des amis d'enfance de Lauryn également ont reçu des appels similaires. Il est important de savoir également que dans la région où Lauryn a disparu, il y a eu des disparitions en série. La première disparition est celle de Rachel Garden, 15 ans, à Newton, au New Hampshire, 1 mois avant la disparition de Lauryn. Il faut avouer que la ressemblance entre les deux jeunes filles est frappante. Le 8 juin 1980, c'est Denise Deno, 25 ans, qui disparaîtra à Manchester. Le 26 novembre 1981, Denise Baudin, 23 ans, a aussi disparu de Manchester. La jeune Denise vivait avec son compagnon de l'époque, du nom de Bob Evans. Le 13 novembre 1984, à Exeter, toujours au New Hampshire, c'est la jeune Tammy Lynn Bélanger qui disparaîtra. Elle a 8 ans et s'est volatilisée alors qu'elle marchait jusqu'à son école. Et comme dans les cas précédents, elle n'a jamais été retrouvée. Comme si la liste n'était pas assez longue, il y a eu également le 13 juillet 1984, Shirley McBride, 15 ans, qui a disparu alors qu'elle était en route vers la maison de son petit ami 21 ans, qui vivait à Concord, à New Hampshire. Dans les années 80, un homme vivait à Manchester. C'était Terry Peder Rasmussen, sous une fausse identité. L'identité de Bob Evans. C'est celui qui vivait avec Denise Baudin, une des disparues. Terry Peder a été condamné pour meurtre quelques années après la disparition de ces jeunes femmes. En 1985, 4 corps ont été retrouvés dans des barils cachés en forêt de New Hampshire. Ces personnes sont Mary-Lise Elizabeth Honeychurch, 24 ans, Mary-Elizabeth Vogue, 6 ans, et Sarah Lynn McWatters, 1 an à peine. Le 4e corps n'a malheureusement pas pu être identifié. La dernière fois que Mary-Lise Elizabeth Honeychurch a été vue, c'est en compagnie de Terry Rasmussen. Malheureusement, on ne peut pas relier toutes ces affaires à la disparition de Lauryn, malgré la présence de Terry Peder Rasmussen dans le coin. Et pour finir avec cette vidéo, il faut savoir que l'ami qui s'est sauvé le soir de la disparition de Lauryn s'est suicidé 5 ans après, en 1985. Il y a quand même quelque chose d'étrange là-dedans, même si les enquêteurs disent l'avoir mis hors de cause. Est-ce que c'est la culpabilité d'être parti qui a fait qu'il en est arrivé là? Est-ce que ça n'a rien à voir avec cette affaire? Moi, je trouve ça assez triste. Et en plus, il paraît compliqué maintenant de donner un nouvel élan à cette affaire parce qu'il n'y a rien qui a été communiqué par les enquêteurs, rien de substantiel qui pourrait vraiment aider.
On a quand même tout de même l'avis de recherche actualisé que je vous mets là maintenant à l'écran, avec quelques informations. Il faut savoir que Laurine aurait eu 57 ans cette année, et que la mère de Laurine la cherche toujours. C'était Misty Gwen, laisse un commentaire, Laurine revient, et n'oublie pas de laisser un petit pouce bleu pour me soutenir. Et n'oublie pas, ne garde pas le silence. On cherche toujours.